Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Tout le monde a un jour ou l'autre dansé sur vos chansons, des grands-parents aux petits-enfants. Autour maintenant des tout-petits d'entrer dans vos danses avec votre nouveau bébé, un livre-disque de comptines. Bonjour Gilbert Montagnier. Mais bonjour Jacques, salut tout le monde. Alors c'est vrai qu'on va parler tout à l'heure de ce livre de comptines avec des comptines traditionnelles et d'autres que vous avez créées pour la circonstance, un livre-disque, oui. Encore une nouvelle activité. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Vous êtes venu il y a très longtemps, depuis Sud Radio a beaucoup évolué. On a une chaîne YouTube avec près d'1 million d'abonnés. Mais on les embrasse. On les embrasse très fort. Et on évoque votre parcours à travers une première date, le 5 juillet 2022, qui est la consécration, puisque vous inaugurez à Saint-Léon une place qui porte votre nom. Ah, je vois que vous êtes bien renseigné comme d'habitude. C'est vrai que pour moi c'est un honneur en fait. C'est un petit village de l'Allier, Saint-Léon. Mais un petit village qui pour moi est important, dans le sens où c'était le village où habitait ma grand-mère, et puis après ma maman. Il s'est trouvé que j'allais dans ce village depuis que j'avais deux ans à peu près, plusieurs fois par an. Et pour moi, ça a été quelque chose de révélateur, dans le sens où tout petit, c'était mes premières leçons de choses, comme on disait. Ça veut dire que les agriculteurs là-bas m'ont fait toucher les animaux. Ils n'avaient pas le bouquin l'hiver avec, comment on fait avec un petit enfant non-voyant, surtout à l'époque. Mais ils sont allés au feeling. Et puis il y a un endroit à Saint-Léon qui s'appelle le Petit Pousset. Et j'aimais bien aller là-bas parce qu'il y avait un manège et le propriétaire du manège me laissait donner le départ du manège. Donc c'était déjà une responsabilité qu'on me laissait. Et pour moi, ça m'a toujours été important quand je ressentais qu'il y avait la confiance qui venait de l'extérieur. Parce que moi, j'avais la confiance vers l'extérieur. Mais ce qu'il fallait gagner, c'était la confiance de l'extérieur. Alors, pour faire court, c'est vrai que j'ai ma place Gilbert Montagnier à Saint-Léon. Vous pouvez taper, vous qui nous regardez, dans Google, dans le GPS, vous la verrez. C'est là. C'est quoi? C'est une petite place qui est la place de l'église, la place principale. Et il y a d'ailleurs une plaque avec une inscription en braille. En plus, c'est gentil. Le maire est quelqu'un qui se donne beaucoup, le maire de Saint-Léon. Vraiment. Et ce jour-là, pour l'inauguration, Gilbert Montagnier, vous avez fait un discours en vous exprimant en particulier pour les enfants. Oui, absolument. Parce que j'avais un web conférence aussi avec les enfants des écoles aux alentours. Et ça, moi, j'adore m'adresser aux enfants. Je me sens très bien avec les enfants, moi. J'ai gardé ce côté enfant, je crois. Oui. Et d'accord, j'ai 72 ans, bientôt 73, mais moi, je me sens toujours un petit peu comme un enfant. Vous avez bien raison. Nicole me le reproche assez. Ouais, t'as quand même, t'as ce côté enfant. Hein. Ne changez rien, surtout. Et c'est vrai que ce jour-là, je crois que les enfants ont chanté avec vous. Oui, ouais, c'était beau. C'était très beau. J'aime bien entendre les enfants chanter. Alors Saint-Léon, il faut savoir que le Benjamin de la Première République, en 1789, qui s'appelait Joseph Beauchamp, est de Saint-Léon. Oui. Et Charles Belot, un soldat de Napoléon également, qui a eu un rôle déterminant dans la victoire de Friedland, qui a marqué l'apogée de Napoléon. Vous voyez, hein, c'est pas n'importe quoi. Exactement. Et quand vous parlez de Beauchamp, ma grand-mère m'en parlait beaucoup. Elle roulait les R comme ça. Et elle me racontait l'histoire de France. Elle avait vraiment jamais été à l'école longtemps, mais elle avait surtout appris l'histoire de France le matin en gardant les oies et les moutons. Et elle avait sa façon à elle de raconter la mort de Louis XVI. On s'y serait cru, hein. Vraiment. Le plus difficile, quand vous étiez enfant, c'était d'aller à Saint-Léon parce qu'il y avait un long voyage en train, notamment. Ah oui, mon Jacques. Alors là, il y avait un train qui partait à 9h le matin et il arrivait à 13h09, je crois, oui, à Moulins. Et là, il fallait attendre jusqu'à 18h pour le car, parce qu'on n'avait pas de voiture et on n'avait certainement pas le moyen de prendre un taxi. Enfin, c'était très rare. Alors quand il faisait beau, ça allait. Mais quand il pleuvait, bon, tu prends un café, 2 cafés, et puis après, qu'est-ce que tu fais? C'était un peu dur, ça. Mais j'avais ma récompense. C'était que quand on montait dans le car, je m'asseyais à droite du chauffeur, et il me racontait tous les villages par lesquels on passait.
Et c'était vraiment... J'aimais beaucoup ce moment-là, en fait. J'ai toujours aimé la communication. Et c'est vrai, depuis tout petit, j'ai su que c'était très important pour moi de communiquer et que finalement et que j'étais assez bien reçu dans ma communication. Alors, il se trouve aussi que il y a un lieu très cher à votre cœur, pas loin de Saint-Léon, c'est le Donjon, puisque vous avez épousé Nicole au Donjon, je crois, Gilbert Montagnier. Mais c'est tout, le Jacques, c'est incroyable. Ouais, le Donjon, c'est un petit village très sympa, vraiment. Et j'ai eu la chance de signer la reconstruction de ma vie, oui, avec Nicole. Et donc nous sommes mariés en 99 au Donjon. Mais alors, ce qui était dingue, c'est que il y avait, vous savez, quand on vient de Paris, on passe forcément, en tout cas à l'époque, par Manicourt, le circuit de l'automobile Manicourt. Et il y avait un grand embouteillage et on est arrivé 5 heures en retard pour le mariage. Alors déjà, c'était un peu stressant. Et quand on est arrivé, j'imaginais pas, moi je croyais que c'était tranquille, mais il y avait, je sais pas, entre 700 personnes, 800 personnes qui étaient là. Pourtant, moi j'avais rien dit à personne, hein. Mais c'était sympa déjà. Et puis le soir, on a fait la fête avec mes musiciens, que j'adore d'ailleurs. On revient de l'île de la Réunion, mon Jacques. Oui, on était là il y a 2 jours, et c'était génial. Il se trouve que la musique, justement, ça a beaucoup d'importance pour vous. Ouais. Et je crois qu'une de vos chansons est née dans cette campagne en entendant le chant des oiseaux. The Fool, le classique des classiques dans 12 pays, je crois. Ouais, The Fool, oui, exactement. The Fool, je me revois là, quand j'entendais le petit extrait. J'étais sur un petit chemin que je connais bien, hein, justement devant la maison de ma grand-mère. Et puis j'aimais bien aller flâner tout seul là-bas, comme je le fais maintenant dans mon village de l'Allier. Et j'entendais les petits oiseaux, c'était au printemps, il y avait un soleil. Et je suis parti de quelques notes de cet oiseau. Je sais pas ce que c'était comme oiseau. Il chantait bien en tout cas. Les oiseaux étaient importants pour moi. Je suis parti de ces quelques notes et la mélodie m'est arrivée immédiatement. J'avais pas de cassette, j'avais rien. Oui, je vous parle de cassette parce qu'en ce temps-là, c'était des cassettes. Oui. Maintenant, ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec les téléphones, tac, t'appuies sur le bouton, t'enregistres. Ça, c'est vraiment bien. Parce que dès qu'on a une idée dans l'avion, en voiture, n'importe où, on peut l'enregistrer l'idée. Mais là, j'avais rien. Et la magie, c'est que je me sois souvenu de la mélodie en rentrant à Paris, puisque c'est en revenant à Paris que je pouvais la mettre sur un support, quoi, sur une bande magnétique. Oui, mais cette chanson, en plus, est sortie, a fait un triomphe, Gilbert Montagnier, mais vous ne vouliez pas l'enregistrer, parce que Adamo l'a découverte, et vous avez dit non au départ. J'avais dit non dans le sens où moi j'étais en vacances pendant 3 semaines en France, parce qu'à l'époque je vivais aux États-Unis. Donc j'étais pour 3 semaines et je voulais surtout reprendre mon avion et repartir en Floride. Et puis j'avais été un petit peu échaudé, on va dire, par une expérience passée discographique qui n'avait pas abouti. Et puis c'était pas humainement un truc très heureux, donc bon. Donc je voulais pas, je voulais rien savoir en fait. Et pour me sortir de ce que je croyais être une galère, je dis à Salvatore, écoute, regarde, si tu veux m'appeler vraiment, voilà mon numéro en Floride, en étant certain que personne ne me rappellerait. Oui. Et bien il m'a rappelé. Ils m'ont rappelé en disant voilà, je propose à Londres, à Trident Studio. Moi je connaissais pas, par contre je savais que j'allais enregistrer avec l'équipe des cordes. Les cordes, c'est tout ce qui s'agit s'agissant des violons. Non, je dis ça parce que il y a des gens qui savent pas ce que c'est que les cordes. Oui. C'est pas grave. Donc j'ai eu l'équipe d'Elton John, les choristes de Joe Cocker, et puis moi j'étais avec tous ces musiciens talentueux au piano. En plus, ça c'était un grand pied parce que j'étais entouré de toutes ces grandes personnes. Moi j'avais que 19 ans et demi. Et paraît-il qu'ils ont dit que je jouais très bien, donc ça m'a fait plaisir. Oui, et en plus, moi je me souviens, quand The Fool est sorti, je travaillais à l'époque avec Philippe Bouvard, oui. et ça a été un événement. Je crois que vous avez bissé la chanson tellement tout le monde était surpris de cette chanson. Ouais. Et le Fifi, il a pas le secret, il a son secret pour vous poser une question.
et vous arrivez au quart de la réponse, et il emboîte sur une autre. Et ça, quand vous n'êtes pas habitué, ça surprend. Mais c'est vrai que ça a été un vrai succès. Ouais. Et vous étiez surpris par ce succès, Gilbert Montagné? Oh ben oui, parce que même quand on est sorti du studio, j'étais content de l'expérience. Mais comme j'avais essuyé un échec auparavant, je ne me suis pas excité du tout. Je me suis dit, oh, attends. On va voir, peut-être que tu vas l'entendre une fois à la radio, que tu la entendras plus jamais, c'est possible. Et puis un jour, rue des Pyrénées, où on habitait, à Paris dans le 20e, la fenêtre était ouverte et j'ai entendu ma chanson qui venait d'ailleurs. Et vous savez, c'est beau ça, quand on entend ça, parce qu'on se dit, waouh, quelqu'un d'autre connaît cette chanson. C'est incroyable. Oui, et quelqu'un d'autre et beaucoup d'autres finalement, oui. Puisqu'elle est encore chantée aujourd'hui, cette chanson. Ah bah oui, je la fais dans tous mes concerts en plus. Ça ne manque pas. Alors justement, il y a un concert important qu'on va évoquer à travers une autre date, le 18 octobre 1979. À tout de suite sur Sud Radio avec Gilbert Montagné. Ne bougez pas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilbert Montagné, avec un nouvel album livre-disque de comptines qu'on va évoquer tout à l'heure, parce que c'est un événement. Donc on a évoqué vos débuts avec The Fool, bien entendu, mais il y a une autre date importante qui est le 18 octobre 1979. Ça se passe au pavillon de Pantin. Écoutez. Pour ça, j'aimerais appeler un ami à moi, chanteur, compositeur, pianiste, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Mon ami Gilbert Montagné. Et vous accompagnez Johnny pendant 20 minutes pour un concert de rock au pavillon de Pantin qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais, ça me touche beaucoup parce que c'est la première fois que il y a longtemps que j'ai pas entendu cette annonce-là. Effectivement, quand je suis revenu des États-Unis, Johnny a su que j'étais là et il a fait passer le mot pour qu'on me demande si je voulais bien aller avec lui. Il commençait 2 jours après, quand même. On n'a pas répété, on n'a rien répété du tout. 3-4, on a joué et justement on vient d'entendre ce public du pavillon de Pantin, pavillon de Paris et Pantin. J'ai tout de suite été très touché par la réaction du public, parce que je savais que le public de Johnny, c'était le public de Johnny, et qu'il était là pour Johnny, et c'est bien normal. Et le public a été extraordinaire avec moi tous les soirs, et quand on est parti en province aussi. Et je voudrais vous raconter une toute petite anecdote, c'est que le soir de la première, donc je fais mon set. Un set, c'est plusieurs titres, quoi, avec Johnny. On dirait un set, un passage. Un passage, oui. Et on fait du rock and roll. Et moi, ça m'éclatait. Vraiment, j'étais très content de ça. Et je rentre à la maison immédiatement, parce que pour moi, c'est pas mon show. J'ai rien à faire là, à traîner, même si c'est la première. Donc, vers 2-3 heures du matin, j'entends mon téléphone qui sonne et Johnny me dit Gilbert, où t'es? Je dors, je suis dans mon lit. Et il me dit, pourquoi t'es pas là? Mais je lui dis, parce que je considère que c'est pas ma place, c'est ton spectacle. Et il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, c'est toi que je voulais avec moi. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. J'adore les choses qui n'ont pas de prix. Oui, alors ce spectacle, c'était un spectacle où Johnny était un ange aux yeux de laser, ce qui était un événement. C'est le premier spectacle vraiment fou de Johnny. Ah ouais, l'éclairage pas possible et tout. Et il a dit qu'il respectait votre blues, parce que Johnny, vous l'avez connu depuis vos débuts, Gilbert Montagné. C'est vrai que, alors, d'abord, mes débuts en tant qu'enfant, quand j'avais 10 ans, moi, Johnny et puis Eddie Mitchell, ça a été vraiment mes 2 Français qui m'inspiraient. Johnny pour ses chansons Laisse les filles. C'est ma mère me dit tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements. C'était génial, ça, c'était génial. Et d'ailleurs, vous lui avez consacré une chanson. On s'est rencontrés professionnellement en 72 ou fin 71. Fin 71. C'était la première fois que je passais à l'Olympia. Où Julien Clerc était en vedette. Oui. Et Johnny avait été demandé pour participer à un film fiction sur moi, qui s'appelait Pour une pomme, dirigé par Jean-Marie Perrier, fantastique. Et Johnny me dit, dans la scène qu'on a tournée,
Et alors imaginez-vous, Jacques, ce que ça me fait pour moi d'avoir le Johnny à ma droite qui est en train de me parler, c'est incroyable. J'avais 19 ans encore. Hein. Et donc il me dit, tu sais, dans ce métier, on est toujours seul. Là, tu vas être acclamé, tout ça, mais rappelle-toi, on est toujours seul. Et c'était très intéressant pour moi de l'entendre. C'est la première fois que je l'ai rencontré, mais pour moi, c'était énorme de rencontrer Johnny. Quoi. Oui, mais en même temps, il y a eu cette complicité. Il est devenu un de vos copains. Oui. C'était extraordinaire. Est-ce qu'il a tout de suite vu que vous aviez quelque chose qu'il avait? Oui, pour moi, c'est un grand privilège, ça. Il a été toujours avec moi d'une gentillesse, vraiment, quelque chose que j'oublierai jamais, parce que c'est une chose que de demander à quelqu'un de participer à une partie du spectacle, et une deuxième chose plus importante, comment on traite cette personne. Et vous l'avez retrouvé, je crois, au Zénith, en improvisant sur une chanson de Jerry Lee Lewis. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est un piano CP80, je me souviens. Et là, c'est extraordinaire parce que vous improvisez tous les deux. Ah bah oui, sans problème. C'est comme si, voilà, c'était vraiment sans aucun problème. Et la musique, pour vous, je crois que c'est né à Saint-Mandé. Oui, exactement. C'est né à Saint-Mandé, dans une école pour non-voyants. Pourquoi une école pour non-voyants? C'est qu'à l'époque, on nous intégrait pas dans les autres écoles, quoi. C'est comme si c'était pas possible. Les consciences n'étaient pas ouvertes du tout. Et à Saint-Mandé, j'étais donc premier jour de classe, et l'institutrice est entrée dans la classe et elle a demandé qui voulait faire du piano. Levez la main. Bah moi j'ai levé la main et j'ai été conduit dans la classe de Mademoiselle Picard. Pas sympa, Mademoiselle Picard, hein. Très bonne professeure, mais pas très gentille, vraiment. Méchante même. Mais pédagogiquement fantastique. Et elle m'a fait donc toucher déjà un piano, les touches blanches, les touches noires. Ils n'ont pas été bêtes, hein, ils ont fait des formes différentes pour les blanches et les noires, parce que sinon, les blanches et les noires, ça veut rien dire pour moi. Hein. Et donc, vous voyez, quand je vous parle de ça, j'ai dans le nez l'odeur du piano à l'époque. C'était tout en ivoire, les touches. Et elle m'a joué la gamme. Bon, c'était bien. Mais en plus, elle m'a joué la gamme avec toutes les harmonies qui iraient bien sur chaque note. Et là, j'ai trouvé ça très beau. Vraiment. Et au début, vous avez fait du classique, mais finalement, vous avez découvert le jazz et le rock ensuite. Et là, ça a été votre véritable départ d'émotion en leur chanson Gilbert Montagnier. Ah ouais, j'ai toujours eu ce côté autodidacte, hein, en fait. C'est-à-dire que dès l'âge de 7 ans, je pouvais entendre un truc à la radio et le rejouer, mais avec les bonnes harmonies, avec les bons accords, parce qu'après, j'ai eu un piano quand même à la maison. Voilà. Et il se trouve d'ailleurs qu'à Saint-Mandé, tout près de cette école, il y a un jeune musicien qui a découvert lui aussi la chanson et qui a fait carrière. C'est Jean-Jacques Debout. Oh. Qui se trouvait juste à côté de l'école, qui a grandi à côté de cette école. Mais je savais pas. Voilà. Et j'avais parlé ensemble. Lui, Yayak, bah oui. Et lui, alors, en plus, il a été en pension après, parce qu'il avait fait quelques bêtises à l'école, où il est devenu copain avec un élève qui est devenu Jacques Messrine. Vous voyez, donc c'est. Mais oui, ça, je me souviens maintenant qu'il m'avait dit ça. Mais en pension, peut-être c'est là où il était inspiré pour chanter en casquette à boutons dorés, pour écrire. Mais quand j'entendais cette chanson, je m'empêche, j'étais petit, hein. Ça me faisait pleurer. En casquette à boutons dorés, regarder, je pense, ces jours sans fin, regarder les passés, les orphelins. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, il se trouve que ça, c'était sa première chanson, et vous aussi, vous avez eu une première chanson qu'on ne connaît pas assez, que vous avez pourtant interprétée à la télévision en 69. Quand on ferme les yeux, quand on ferme les yeux, C'est une émission de télévision Samedi et compagnie, animée par Mick Michel. Ouais. Et vous êtes là, elle vous présente sous le nom de Laure Thomas. Oui. Ben, tout d'abord, ça me touche beaucoup d'écouter cet extrait parce que il faut bien que vous compreniez qu'on était en direct et que donc c'est pas, je veux dire que c'est ma première télé en direct. C'est quelque chose. Ben, je trouve que je m'en sors bien, hein, c'est vrai, en écoutant ça. Donc, oui, Laure Thomas, parce que les producteurs de l'époque m'ont dit, oh non, Gilbert Montagnier, ça marchera pas comme non, ça c'est moche comme tout, non, laisse tomber. Bon,
Moi, je m'en foutais complètement. L'important, c'était que je signe un premier contrat. C'était un contrat pourri, d'ailleurs. Mais ça, c'est normal. Tous les premiers contrats sont des contrats pourris. Donc, c'est comme ça. Et j'ai signé donc sous le nom de Laure Thomas. C'est amusant comme titre, hein. Ça s'appelle Quand on ferme les yeux. Enfin, moi, ça me fait rire. Mais c'est un très beau texte de Pierre Delanoë, pourtant. Oui, exactement. Et alors, à la fin de la séquence, à l'époque, on téléphonait à SVP 1111. Oui. Et tout le monde demande pourquoi vous avez des lunettes. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que vous êtes un non-voyant. Mick Michel le dit. Et vous gardez vous montrez l'espoir dans votre vie, dans cette séquence. Ben, oui, pour moi, il n'y a rien de dramatique avec ça, quoi. Ça faisait partie de toute façon de ma vie depuis le début, donc j'ai jamais vécu, vous savez très bien, on se connaît, Jacques, oui. J'ai jamais vécu l'histoire du non-voyant comme quelque chose de terrible, de dramatique. Non, pas du tout. Ça fait exactement partie de moi depuis le début de ma vie, et j'aime ça, en fait. Je me trouve bien avec ma façon de voir. Il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a des petits miracles qui se passent. Ce qui me fascine, c'est quand je fais tomber un objet et que ma main arrive directement dessus. Alors ça, je trouve que c'est beau, quoi. Je remercie le ciel. Voilà. Et vous avez fait une autre performance, et on va l'évoquer à travers la date du 16 janvier 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Gilbert Montagné. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilbert Montagné. On a évoqué vos débuts, on a évoqué Johnny, The Fool. Et tout à l'heure, on parlera de cet album de comptines très particulier que vous sortez, un livre-disque. Et si je parle du 16 janvier 2019, c'est quand même un soir important car on découvre à la télévision un autre de vos talents. Le générique du meilleur pâtissier, car pour la 100e, vous allez pâtisser à la télévision, ce que personne n'imaginait. Comment c'est né, ça? Ben moi non plus, j'imaginais pas, parce que j'en avais jamais fait de la pâtisserie, donc on m'a proposé l'idée, moi je me suis dit, oui, pourquoi pas, ça serait marrant, comment je vais m'en sortir de ça? On veut dire c'est pas du gâteau, justement. Voilà, mais j'étais bien coaché quand même par des gens de la pâtisserie fantastique. Mais en plus, ce qui était bien, c'est qu'ils avaient eu l'intelligence de me faire, en tout cas, de m'adapter au mieux tous les outils pour pâtisser. C'est-à-dire, j'avais une balance parlante, je l'ai toujours à la maison d'ailleurs, et j'avais aussi sur certains bocaux des étiquettes en braille pour m'expliquer ce que c'était. Enfin, c'était vraiment une belle expérience. Et puis je m'en suis bien sorti, vraiment. Vous avez été en finale? Oui, j'étais en finale. Et j'ai rencontré plusieurs personnes que j'ai beaucoup appréciées. Mais je crois que celle qui m'a scotché, c'est Laure Manodou. Cette fille, elle est fantastique. Elle est fantastique parce que même elle a trouvé que j'aurais dû gagner, quoi. Je veux dire, et quelqu'un de s'exprimer comme ça, c'est une très belle personne, Laure Manodou. Très belle personne. Alors, vous n'avez jamais fait de pâtisserie? Non. Hélas. Mais j'avais déjà bouffé les gâteaux. Hein. Oui, ça ne m'étonne pas. J'aime bien. Vous avez bien raison, il faut. Mais surtout, se retrouver comme ça, avec des recettes qu'on ne connaît pas forcément, et faire de la pâtisserie alors qu'on n'a jamais fait, c'est... Il y a un timing. Un timing, c'est particulier. Oui, on a un timing très précis. Et puis, il y avait plein d'autres candidats avec moi, quoi. Donc, c'était un challenge pour moi. J'aime bien les challenges. Puis alors, j'ai commencé par apprendre où était située la chambre froide pour pouvoir me diriger vite fait, le plus vite possible, en tout cas, de ma table de cuisson à la chambre froide. J'ai connu la marquisette, non, la marquise. Oui. Je savais pas ce que c'était une marquise. C'est une maryse, pardon. Oui. Une maryse. C'est ce qui aide à remuer l'appareil. L'appareil, c'est la préparation. Oh, quand je parle de ça, ça me donne faim, tout d'un coup. Vous avez quand même fait une crème au beurre, vous avez fait de la glace royale, des œufs en neige. Oui, mais comment on fait quand on n'a jamais fait ça? On écoute bien les conseils du coach qui vous dirige, qui vous dit quand c'est pas ça, quand c'est pas bien, quand c'est pas... On a même fait un gâteau en hommage à Whitney Houston. Oui. C'est un très beau gâteau, vraiment, et super bon. Vraiment, faut que je me remette à la pâtisserie. Le coach était un pâtissier breton avec son assistante qui vous ont beaucoup aidé, je crois, Gilbert Montagné. Fantastique, bien sûr, ils m'ont assisté, mais j'étais pas un assisté.
faut bien qu'on soit clair. Voilà. J'ai vraiment fait ce que je devais faire. La seule chose que faisait l'assistante, c'était régler le four, je crois. Oui, c'est vrai, le four, c'est vrai que je pouvais pas le régler, ça c'est vrai. Mais c'était bien quand on montait les crèmes et tout, j'en profitais pour mettre mon doigt pour goûter la crème. C'est très bien. Et puis vous avez rendu aussi hommage avec votre grand-mère avec un gâteau qui s'appelle la pompe aux pommes. Oh mon Jacques, c'est un gâteau bourbonnais. Oui. Il y a 2 gâteaux bourbonnais qui sont très importants. La pompe aux pommes, c'est une tarte avec un couvercle et avec des pommes fruits, bien sûr. Et là, on l'a revisité au cours de cette émission. Mais il y a un autre gâteau dont je vais vous parler, une petite friandise, qui est très peu connue, qui était très populaire avant quand j'étais petit, et je fais tout pour réhabiliter ce gâteau. Ça s'appelle les allumettes. C'est des allumettes. C'est un feuilletage avec rien dedans, en fait, mais il y a un couvercle de sucre glace, et ça a la forme comme une boîte d'allumettes, et c'est un gâteau extraordinaire. Et ça c'est un souvenir d'enfance de votre grand-mère. Oui, et j'ai convaincu avec monsieur le maire de Saint-Léon que la boulangerie du village allait faire les allumettes, et maintenant ils font et ils vendent les allumettes. En fait, ces desserts, pourquoi étaient-ils populaires dans cette région? C'est parce que pendant les vendanges et les moissons, on avait de la farine, du beurre, des œufs et du sucre et des pommes, et donc on préparait avec ce qu'on avait. Et notamment, la pompe aux pommes, ça vient de la tarte qui était légèrement gonflée à la cuisson. Ah bah oui, c'est ça, exactement. Puis ma grand-mère était cuisinière. Elle était cuisinière dans les châteaux. Elle me racontait ses expériences qu'elle avait eues avant chez les bourgeois, comme elle disait. Et j'ai même eu une dame merveilleuse près de Saint-Léon, dans le village, qui nous a confié le menu du mariage de le menu de la communion de son mari, qui avait été confectionné du début jusqu'à la fin par ma grand-mère, toute seule. Et vraiment, vous savez, dans ces temps-là, dans les fermes, on mangeait vraiment. Hein. Oui. Il y avait 2 plats de viande, 2 plats de poisson, enfin tout ce qu'il fallait. Et je sais pas comment elle a fait ça, elle avait pas d'aide, elle était toute seule, je sais pas comment elle a fait ça en 1946. En tout cas, vous avez pris des risques en faisant ce gâteau, mais vous avez toujours pris des risques. Je crois qu'enfant, vous descendiez l'escalier sur la rampe. Ouais, pour faire peur aux voisins. Ouais. Ils disaient, arrête Gilbert, tu vas tomber. Je vais jamais tomber une fois. Ou ce que j'aimais bien, c'est en patinette, m'arrêter dans la cour, il y avait juste un escalier avec quelques marches qui descendent pour entrer dans l'immeuble. Et là aussi, jamais rien arrivé de fâcheux. J'avais la chance d'être très très bien dans cet immeuble, vous savez. Il y avait 3 appartements par palier. Eh bien, en dehors du mien, bien sûr, les 2 autres appartements, je pouvais y aller n'importe quand, mais n'importe quand, de jour comme de nuit. J'étais toujours très très bien accueilli, et c'est vrai que tout ça a forgé une confiance. Tout ça a forgé les clés des portes du possible. Pour ça, j'aime bien le titre de votre émission. Plus les clés, raconter une petite anecdote, les clés. J'ai toujours aimé les clés. Oui. Toujours, vraiment, hein. Mes enfants le savent, je veux toujours savoir où sont les clés, je veux toujours que les clés soient bon. Un jour, maman devait sortir avec ma sœur pour aller au cinéma le soir. Et moi, je voulais aller avec eux. Mais ce jour-là, elle trouvait qu'il fallait pas que je sorte le soir, c'était trop tard. Eh bien, ce que j'ai fait, j'ai pris les clés de l'appartement et je les ai planquées dans le piano. Et elles n'ont jamais pu trouver les clés, elles n'ont jamais pu sortir pour aller au cinéma. Voilà. Alors, il y a eu le cinéma et la télévision, et vous qui aimez prendre des risques, vous en avez pris un soir dans cette émission. Ah, Fort Boyard, car vous avez fait Fort Boyard, Gilbert Montagnier. quelle expérience. Avec un scaphandre, je crois. Ouais. Je pense à Patrice Laffont, Oui. là, tout d'un coup. Et c'était une très belle expérience, oui. Alors, sauf le scaphandre, exactement. C'est-à-dire, bon, on m'avait expliqué, le scaphandre, tu vas descendre quelques barreaux d'échelle, et puis tu vas être dans l'eau, et puis dans le scaphandre. Bon, très bien. Sauf que me voilà enfermé dans ce scaphandre, et je découvre, alors qu'on m'avait dit que j'avais juste un mouvement de tête vers l'arrière pour enclencher le bouton qui allait me donner un peu d'air, mais ça fonctionnait pas du tout. Donc j'avais pas d'air, j'avais pas de son, j'avais pas d'image, et tout d'un coup j'ai commencé à
flipper, comme on dit. Je me suis dit, est-ce qu'ils me voient, eux, là-bas? Est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Et ils n'ont plus refait, hein. Ils n'ont plus remis le scaphandre. Oui, ça a été fini. Alors, Fort Boyard, c'est en face d'une ville qui s'appelle Fouras. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le père Fouras. Et oui. Et il y a un casino que je connais bien. Et tous les samedis soirs de l'été, on danse. Toutes les générations dansent sur cette chanson. Je connais. C'est assez étonnant parce que vraiment toutes les générations, les enfants comme les grands-parents, se précipitent sur la piste pour danser. Oui, c'est fascinant ça de faire partie des fêtes de famille comme ça. Pour moi, c'est un beau cadeau quoi que le public me fait. Vous savez, j'ai la chance d'être public depuis 53 ans. Et là, je vous disais plutôt qu'on revenait de l'île de la Réunion, où comme partout, ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas la flagornerie, mais c'est ce qui se passe partout. On a un public de folie. Oui, qui chante vos chansons. Et surtout que cette chanson, elle aurait dû ne jamais exister. Elle est née par hasard, Gilbert Montagnier. Oh bah oui, alors pour une fois, j'ai insisté parce que moi, j'aimais bien cette mélodie. Et mon producteur de l'époque me dit, oh, tu crois? Non, bon, on avait fini l'album, c'était le dernier jour. Et je lui dis, au fait, ma chanson là, c'est... Et il me dit, tu veux vraiment l'enregistrer? Je lui dis, bah oui. Il me dit, mais il nous reste que quelques heures. Il était 1h du matin ou 2h du matin. Alors, qu'est-ce que je fais? On appelle Didier Barbelivien au téléphone. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Oui. Maintenant, tu fais un truc, tu l'envoies en 2 secondes, c'est au bout du monde. Mais à l'époque, non. Donc, je lui fais écouter au téléphone. Il le prend sur une cassette. Et il me dit, d'accord, il te la faut quand? Pour hier, ce serait bien. Alors, il me dit, bon. Et quelques heures après, il nous lit le texte. Et c'était les sonates des tropiques. Entre Cuba et Manille. Bon, on s'en fout, que c'est loin, tout ça, que ça n'a rien à voir, Cuba et Manille. Moi, ça me gêne pas du tout. Et résultat, on sait ce que ça a donné. Et il y a, sur la même piste, il y a une autre chanson sur laquelle encore tout le monde se précipite, c'est celle-ci. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un grenier. Je veux découvrir ton visage. Sur Sud Radio. Alors, il se trouve que c'est la chanson aujourd'hui la plus demandée dans les karaokés encore aujourd'hui, Gilbert Montagnier. Ouais, c'est frissonnant, ça donne des émotions. Puis, il y a aussi d'autres chansons qui n'ont pas forcément été... Il y en a qui n'ont pas forcément été des grands hits, mais il se trouve que comme c'est sur les compiles et par Internet, eh bien, tous les jeunes maintenant connaissent tous ces titres-là. Alors ça, c'est vraiment bien. Parce que même si sur le moment, il n'y a peut-être pas eu des fois le succès que j'aurais aimé, mais là, je les entends chanter avec moi et ça me remplit d'émotions tellement, au point où des fois je peux pas chanter, quoi. Ah oui, mais vous arrivez à chanter. Vous avez failli rater un concert il y a pas longtemps, et heureusement, des gens vous ont reconnu et pris en stop, je crois. Alors là, faut que je rectifie, hein, mon Jacques. Ah ouais. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Mais ouais, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais un petit peu quand même. Oui. J'étais avec ma sécurité rapprochée, et on est tous les deux. Je lui dis, viens, on va se promener. On fait 4-5 kilomètres, et puis ça descendait, on arrive au cœur d'un petit village, un petit hameau, il n'y avait rien du tout. Et tout d'un coup, je me dis, bon, on n'est pas loin quand même de l'heure du concert, on va remonter, mais tu sais ce qu'on va faire, je lui dis, on va faire du stop. Il y a trop longtemps que j'en ai pas fait, ça va m'amuser, ça va être sympa. Et donc, j'ai brandi j'ai fait du pouce, comme on dit, puis une voiture s'est arrêtée, et puis... ils ont fait marche arrière parce qu'ils n'y croyaient pas. Et puis j'ai dit non, mais je suis le sosie. Alors non, tu veux vraiment monter? J'ai dit oui, je veux monter. Donc c'était Evelyne et Alain qui nous ont pris en stop. Je donne les prénoms parce que pour moi, les rencontres sont importantes, même si elles durent 30 secondes. Ouais. J'aime me souvenir des prénoms des gens. Et nous, on n'est pas près d'oublier justement vos chansons, ça j'en suis convaincu. Et c'est vrai que c'est bien de rectifier la vérité, puisque sur Sud Radio, nous parlons vrai, comme vous. Bah évidemment, bien sûr. Alors maintenant, on va en arriver à l'essentiel, c'est-à-dire l'album qui est sorti le 4 octobre 2024. Oui. À tout de suite sur Sud Radio avec Gilbert Montagnier.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilbert Montagné. On a parlé de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est entre les chansons à succès, les danses sur lesquelles on vous retrouve, vos folies. Et puis, donc, 4 octobre 2024, sortie d'un livre-disque, c'est-à-dire que pour la première fois, je crois que c'est une première, oui. Il y a à la fois des comptines classiques et des comptines que vous avez écrites et composées. Très belle expérience, vraiment. Je dis ça d'un ton comme si j'étais étonné, mais d'un côté oui, parce que quand on m'a proposé l'idée, j'ai réfléchi à ça, oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Donc j'ai commencé par penser aux comptines qui existent, une souris verte, 3 petits chats, il était un petit navire, et puis d'autres. Hein, Tourne Petit Moulin, enfin bon, vous découvrirez ça dans le livre 10. Oui, d'ailleurs, on va écouter un extrait d'une souris verte tout de suite. Ah oui, Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Il paraît que cette chanson, ça viendrait d'un soldat vendéen dont la tenue était verte, ce qui lui permettait de se cacher dans l'herbe pour éviter d'être rattrapé par l'ennemi. Ben, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je savais pas ça. Mais j'ai eu tellement de plaisir et d'amusement à chanter ces comptines que je connaissais moi aussi, comme vous tous. C'était vraiment un bonheur quand j'ai joué ça. Quand j'ai commencé à me mettre au piano, puis parce qu'il faut que je les joue pour m'imaginer comment je vais le faire, en quelle tonalité et tout ça. Et puis, il y a ces 5 autres comptines, et là, c'était une autre aventure, dans le sens où ce sont des comptines, comme vous l'avez très bien dit, que j'ai imaginées, écrites, paroles et musique. Et là, c'était une première pour moi, parce que c'était la première fois où je me glissais dans la peau du petit enfant que j'étais. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, ça m'a ramené vers ma tendre enfance, et j'ai beaucoup aimé ça. Même, j'étais surpris de tant aimer ça. Par exemple, il y en a plusieurs, bien sûr. Il y a Dodo, c'est l'heure de faire dodo. On va en écouter quelques-unes, mais surtout, comment est venue l'idée justement d'ajouter des comptines d'aujourd'hui à celles d'hier et d'avant-hier, Gilbert Montagné? Ben, j'ai trouvé que c'était... pour moi, ça m'intéressait plus que de chanter simplement des comptines qui existent, quoi. En fait. Parce que j'ai ce côté, évidemment, création, et j'aime bien ça. Mais je savais pas ce qu'allait en sortir. Et ce qui était magique, Jacques, on a parlé de The Fool plutôt dans l'émission, et ben c'est pareil. C'est-à-dire que chaque mélodie des 5 comptines écrites par moi-même, ça m'est arrivé tout seul, sous les doigts, au piano. Je me suis pas pris la tête en me disant qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Non, c'était là. Ça m'attendait, en fait. C'est ça qui est magique, l'inspiration, c'est magique. C'est vraiment ce qui est magique. Avec vous, le public. Exactement. Et il y a une comptine qui est liée à un souvenir d'enfance. C'est Je m'ennuie de maman. Ouais. Je m'ennuie de maman. Je m'ennuie de maman. Je touche son foulard en m'endormant. Elle a mis son parfum sur mes petites mains pour que je dorme bien jusqu'à demain. Et là, c'est un souvenir de la rue des Pyrénées, de votre la rue des Pyrénées. La rue des Pyrénées. Exactement. C'était un petit appart. Hein, on était 4 enfants, il y avait 43 mètres carrés. Bon, donc moi je dormais dans mon lit cage à côté du lit de mes parents. Et pourtant, quand je m'éveillais la nuit, je me demandais vraiment où était maman, quoi. Je trouvais que c'était loin, très loin. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de la temporalité d'un petit enfant. On lui dit à demain. Mais à demain, c'est quand? Puis c'est loin à demain. C'est pas du tout la même temporalité que nous adultes. Et je crois qu'il faut jamais oublier d'où on vient et que dans le cas, en tout cas dans ma situation, comme j'ai eu une enfance heureuse, j'aime penser à mon enfance. Alors évidemment, peut-être que il y a des enfants malheureusement qui ont été meurtris, et je comprends ça. Je comprends pas comment les adultes peuvent
peuvent se comporter comme ça avec les enfants. Je ne comprends pas, je ne pardonne pas, je veux vraiment pas comprendre. C'est terrible. C'est des gens qui doivent être tellement mal dans leur peau pour se comporter comme ça qu'ils ne méritent vraiment pas cette place dans le monde terrestre. Il se trouve aussi que ce qu'on remarque dans ces comptines, c'est que vous avez su choisir les mots justes, parce que on ne parle pas à des enfants, on ne fait pas une comptine comme on fait une chanson, Gilbert Montagné. Ben non. C'était un voyage intérieur, en fait, vers l'extérieur. Ouais. Il y en a une aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le petit cheval de mon jardin. Ah oui, celle-là, elle est très très belle. On va l'écouter. Oh, ça serait bien. Tape des mains, tape des mains, tape des mains pour le cheval dans mon jardin. Il fait son show, il est si beau que tous les gens le voyant disent tiens, s'il mange des spaghettis. C'est une fanfare avec vous? Ah oui, j'ai imaginé ça. Et vous avez bien entendu que je m'amuse quand je chante ça. Moi, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à chanter ça. Non seulement parce que je l'ai écrite, mais parce que j'ai toujours aimé penser aux animaux qui parleraient. Et ce cheval, je lui donne beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire que il décide de faire rire tous les enfants de mes voisins. Il décide d'emmener tous ces enfants faire la ronde autour du monde. Il décide d'aller tout seul me chercher à l'école. Et puis voilà, c'est pas simplement un cheval. C'est un cheval qui a des idées. Et j'aime beaucoup ça. Et en plus, le cheval, c'est un symbole pour les enfants parce qu'il y a le cheval à bascule, les manèges. Oui. Et c'est étonnant. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais Jacques Prévert avait chez lui un petit cheval à bascule dans son appartement de la cité Véron, qui lui avait été offert par un admirateur de ses poèmes, qui était un certain François Mitterrand. Ah mais non, je savais pas. C'est assez étonnant. Et ce cheval à bascule, c'était pour lui le symbole de l'enfance. Mais c'est beau ce que vous dites parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un cheval à bascule. Et il y a aussi... J'en ai pas eu. Ben non, mais vous avez encore le temps, vous êtes encore un enfant. Oui, tiens, je vais m'en acheter un juste après. Nicole va encore dire, ouais, mais tu comprends. Autre chanson qui est sur ce livre-disque, Danser, sauter, chanter. Ah oui. Danser, sauter. Sud Radio. Chanter encore plus haut que les plus beaux oiseaux. Danser, sauter. Chanter encore plus haut, bravo. On se croirait dans une opérette, une comédie musicale, avec cette chanson. C'est intéressant ce que vous me dites parce que d'abord j'ai toujours aimé sauter, vraiment depuis tout petit. J'ai tout le temps sauté, j'aimais bien. Ça faisait gueuler mes voisins en dessous, dire oh le petit va nous casser la suspension. On appelait ça la suspension, les lustres à l'époque. Mais ça m'interroge ce que vous dites parce que quand vous parlez d'un spectacle, j'ai imaginé, en faisant ces 5 comptines-là, que ça pourrait très bien être un spectacle. Je sais pas, j'ai vu quelqu'un sur un cheval qui serait sur scène et qui fait le tour de la scène, en genre, tape des mains pour le cheval. C'est amusant, voilà. Il a fallu aussi tester ces chansons sur des enfants, je suppose. Oui. Et vous avez des petits-enfants, donc c'est une façon de faire ça, de découvrir s'ils aiment ou non ces chansons, Gilbert Montagné. Oui. J'ai une dernière petite fille qui a 11 mois, pardon. Elle s'appelle Ellie, avec un E. Et elle aime beaucoup dodo. Dodo, c'est l'heure de faire dodo. Paraît-il que ça marche très bien quand elle veut dormir. Et l'autre jour, on ne croyait pas si bien dire, on était réunis toute la famille, là. Et je sais pas ce qu'il nous a pris. On a chanté Tape des mains pour le cheval dans mon jardin. C'était amusant. Et c'est l'heure de faire dodo, c'est l'une des comptines inédites de cet album. Dodo, c'est l'heure de faire dodo comme le font tous les enfants sages. Dodo, c'est l'heure de faire dodo comme le font tous les petits oiseaux. C'est aussi une façon de dormir les enfants. Bon, on a eu Bonne nuit les petits pendant des années à la télévision, oui. Et maintenant on a C'est l'heure de faire dodo. Ça aussi, c'est quelque chose qui est lié à votre enfance, Gilbert Montagné?
Oui, bien sûr, c'est lié à mon enfance. Vous savez, j'avais des journées très chargées parce que dès l'âge de 2 ans et demi, j'allais au jardin d'enfants, mais le jardin d'enfants qui était loin, 45 minutes en métro le matin et le soir, donc j'arrivais très fatigué et je m'endormais comme ça, souvent sur les genoux de maman en fait. Et vous voyez, moi j'écoute jamais ce que je fais. Une fois que c'est enregistré, j'écoute pas. Mais là, je viens en l'entendant, ça me donnait beaucoup d'oxygène dans le cerveau. Ça, dodo, c'est dans le monde de dingue dans lequel on est. Moi, je trouve que ça fait drôlement du bien d'écouter ça. Oui, alors l'album, le livre-disque plutôt s'intitule On danse, on chante. Et il y a une particularité, c'est-à-dire qu'il y a l'album avec des dessins qui ont été réalisés. Oui. Il y a les chansons, mais il y a aussi un QR code. Ah bah oui, comme ça on peut le télécharger rapidement. C'est plus facile. Donc ça, c'est très très bien. Et j'ai eu la chance d'avoir des petits enfants autour de moi l'autre jour. Et je les entendais chanter mes chansons. Et ça me procure beaucoup de bonheur, en fait, beaucoup de plaisir. Puisqu'on est entre nous, je peux vous dire que parallèlement à ça, je suis en train de préparer vraiment là mon nouvel album, l'album de Gilbert Montagné, qui sortira, je suis sûr, à la fin du printemps, un truc comme ça. Et il y a longtemps que je n'en avais pas fait, parce que je devais en avoir vraiment envie, si vous voulez. Et là, j'en ai envie, donc je le fais. Vous avez bien raison. Et j'en reviens à ce livre-disque parce que c'est important. Oui. C'est presque rassurant d'avoir des chansons de ce genre dans cette époque d'aujourd'hui. Plus personne ne le fait, Gilbert Montagné. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais moi j'ai eu envie de le faire, en tout cas. J'ai eu envie de le faire. Je me sens tout à fait en équation, enfin, avec ce que je veux faire. Je crois que l'important, c'est d'être soi-même. L'important, c'est de pas essayer de se la jouer, quoi, de tricher. Moi, ça m'intéresse pas du tout, hein, ça. Vous savez, je suis plus impressionné chez quelqu'un par le stock que par la vitrine. Oui, dans votre stock, justement, il y a une chanson qui est un classique, mais qui a une histoire. C'est Pirouette et Cacahuète. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Là aussi, c'est une chanson de votre enfance? Oui, bien sûr. Je me revois au jardin d'enfants, justement, en chantant ça. C'est génial. C'est une chanson qui est récente, puisque c'est en 53 que l'auteur, qui est toujours vivant, qui est une institutrice, Gabrielle Grandière, l'a écrit à l'école en 10 minutes pour occuper ses enfants à la maternelle. Et cette chanson a traversé le temps. Des couplets ont été ajoutés, ce qu'elle n'aime pas vraiment, mais cette dame à 92 ans, elle est toujours vivante. Gabrielle Grandière, si vous nous écoutez, ça me fait très plaisir. Elle habite dans quelle région? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle vit toujours et Génial, elle a écrit cette chanson. Ce qu'on ne sait pas, on a l'impression que ce sont des chansons traditionnelles. J'aimerais bien qu'elle me la chante. Ça me ferait plaisir. On va tout faire pour ça. Ouais. En tout cas, ce livre-disque avec ses QR codes, c'est une nouvelle aventure qui aura une suite parce que il peut y avoir d'autres comptines aussi. Ah peut-être bien. Ça mange pas, je pense, dans le temps présent. Mais pourquoi pas? Tiens, voilà. Et vous êtes toujours un enfant, finalement, vous resterez un enfant? Oui, je crois que c'est important de respecter la vie, d'aimer la vie. Moi, je sais que j'ai voulu vivre, j'avais le choix de ne pas vivre dans ma couveuse, j'avais le choix d'abandonner, mais j'ai voulu rester. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Oui. Parce que je vous aurais pas rencontré. Et réciproquement, et restez comme ça le plus longtemps possible, et on sera toujours heureux de vous accueillir. Donc c'est un livre-disque, on danse, on chante, oui. Avec un QR code, oui. Disponible partout, y compris sur Internet. Absolument. En attendant le nouvel album. Pour tous vos enfants et tous vos petits-enfants, ça vient de mon cœur pour aller vers les vôtres. Merci de tout cœur, Gilbert Montagné. Ok. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.